Soir Première, CQF. ce qui fait débat. Et ce qui fait débat ce soir, je vous le disais, c'est une question délicate ce soir. L'antisionisme est-il une forme d'antisémitisme? C'est un débat qui est relancé en France ces dernières heures suite aux insultes dont a été victime le philosophe Alain Finkielkraut, insulté par certains gilets jaunes, non pas au cri de « sale juif », comme cela avait été dit dans un premier temps, mais de « sale sioniste ». Du coup, certains députés français de la majorité proposent que l'antisionisme soit puni par la loi au même titre que l'antisémitisme. Un débat qui divise, y compris d'ailleurs du côté de la communauté juive, et un débat dans lequel les mots et leur sens parfois multiples ont évidemment toute leur importance. C'est bien de cela dont on va parler ce soir avec deux invités qui sont avec nous en studio. Avec nous, il y a Patrick Charlier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur d'UNIA, le Centre interfédéral pour l'égalité des chances de son ancien nom. Avec nous aussi et face à vous, il y a Joël Rubinfeld. Bonsoir. Vous êtes, vous, le président de la Ligue belge contre l'antisémitisme. Merci d'avoir accepté notre invitation. CQFD. Alors je le disais, les mots ont évidemment toute leur importance. Pour faire simple et pour commencer, mais on va entrer évidemment dans le détail des mots. Quand on parle d'antisémitisme, on parle de la haine des juifs au sens d'un groupe ethnique et religieux. Quand on parle de sionisme, et puis on parlera d'antisionisme après, mais quand on parle de sionisme, on parle d'une doctrine politique, celle qui était portée par Theodor Herzl et qui visait à pouvoir permettre aux Juifs du monde entier de se retrouver dans un État, d'avoir un territoire, en l'occurrence un territoire autour de la ville de Jérusalem, dont le nom historique était Sion, d'où ce nom de sionisme. Voilà pour le sionisme et l'antisémitisme. Joël Rubinfeld, on va commencer avec vous parce que vous trouvez, vous, effectivement, qu'aujourd'hui, il y a lieu de considérer que l'antisionisme est aussi de l'antisémitisme. Expliquez-nous pourquoi vous défendez ce point de vue. L'antisémitisme est un virus qui évolue à travers les âges. Quand on a une perspective sur ces 2000 dernières années, on a vu que la première phase de l'antisémitisme, antisémitisme 1.0 ou antisémitisme historique, s'appelait antijudaïsme. C'était donc la persécution des Juifs sur base de leurs pratiques religieuses qui tournait autour de l'accusation du peuple déicide. Il se trouve que après donc la Révolution, enfin à l'époque de la Révolution française, siècle des Lumières, la Renaissance, notre société a évolué. Il y a eu une perte, si vous voulez, de la mainmise de l'État, de l'Église sur les affaires de l'État, une sécularisation de la société. Eh bien, on a vu que ce virus, qu'est l'antisémitisme, lui-même s'est sécularisé et a évolué sur justement l'antisémitisme, qui est un néologisme qui est né sous la plume d'un écrivain allemand lui-même antisémite, Wilhelm Marr. En 1880, il est l'auteur de ce néologisme et qui cristallisait cette évolution. C'était plus la haine des Juifs sur base de leurs pratiques religieuses, mais c'était sur base raciale et sociale. Eh bien, il se trouve que après la Seconde Guerre mondiale, avec les atrocités commises par le régime nazi, il y a eu concomitamment la renaissance de l'État juif sur sa terre historique. Eh bien, les antisémites, ils y ont trouvé là une aubaine pour évoluer vers cet antisémitisme 3.0 qu'est l'antisionisme. Alors, je voudrais juste... Donc attendez, parce que là c'est important ce que vous nous dites là. Vous considérez que l'antisionisme, c'est au fond une évolution de l'antisémitisme, que c'est de l'antisémitisme simplement qui a changé un peu de nom et de nature, mais que c'est la même chose, en quelque sorte. Bien évidemment. Mais je voudrais juste apporter une précision qui a toute son importance. Souvent, je suis confronté à des personnes qui me disent « Mais écoutez, moi je suis pas antisémite, et ils ne le sont pas, mais je suis antisioniste. » Ces personnes se trompent au niveau de la terminologie, au niveau du vocable utilisé. Pour définir ce qu'est antisionisme, il faut définir ce qu'est le sionisme. Le sionisme, ce n'est pas la politique menée par un gouvernement de droite, de gauche, de centre en Israël. Le sionisme, c'est le droit à l'autodétermination du peuple juif. À partir du moment où on est antisioniste, c'est nier au peuple juif le droit à une existence géographique. Donc tous ceux qui aujourd'hui se disent antisionistes, on entendait par exemple Henri Goldman, qui est belge, juif, qui s'est exprimé au nom de l'UPJB ce matin, l'Union des Juifs Progressifs de Belgique, qui lui se disait antisioniste. Pour vous, quand il dit ça, ça revient à nier le droit pour les Juifs de disposer d'une terre, de pouvoir vivre en Israël, c'est ça que... Écoutez, M. Goldman, je pense qu'il devrait retourner peut-être visiter les livres d'histoire pour bien comprendre ce que c'est cette notion. Alors, soit M. Goldman est contre le droit à l'existence
d'un État juif, comme il y a 50 États musulmans ou 50 États chrétiens ou quelques États bouddhistes ou jansénistes sur la planète. Il y a un seul État juif, apparemment pour certains c'est déjà un de trop. Donc soit il est contre le fait que le peuple juif ait droit à l'existence géographique en Israël, et ça, alors, c'est de l'antisémitisme. Soit M. Goldman se trompe sur l'usage des termes. M. Goldman veut critiquer, et c'est son droit légitime, veut critiquer la politique d'un gouvernement israélien, quel qu'il soit. Celui de Benjamin Netanyahou, là, en l'occurrence, pour le moment. En l'occurrence, mais bon, c'est une tradition, de toute façon, à l'UPJB, de critiquer les gouvernements israéliens, quels qu'ils soient, depuis, je pense, 1948. Donc, soit il veut critiquer ce gouvernement, et il se trompe sur l'usage des termes, et dans ce cas-là, alors, Monsieur Goldman n'est en fait qu'un idiot utile des antisémites contemporains, c'est-à-dire l'antisémitisme 3.0, celui qui a substitué l'État juif à l'individu juif. Et pour J'imagine terminer, qu'il appréciera s'il nous écoute la façon dont vous le qualifiez, mais ça, effectivement, il y a effectivement sans doute une différence d'appréciation sur les mots eux-mêmes, et on va y venir dans un petit instant avec Patrick Charly. Mais pour vous, justement, il y a cette novlangue qui a été développée autour de ce nouvel antisémitisme. Et cette novlangue, je vais vous donner 3 termes qui, entre autres, qualifient. On n'utilise plus le mot juif, on utilise le mot sioniste. Comme ça s'est passé avec Finkielkraut. Lorsqu'il dit sale sioniste, on sait très bien de quoi il parle. On n'utilise plus le salut nazi, on utilise la quenelle, qui est le salut nazi inversé. Et on n'utilise plus les tags Kauf nicht bei Juden, n'achetez plus chez les juifs, on utilise les labels BDS, boycotter l'État juif. Et pour terminer, je voudrais citer Michael Sommer, qui était président, il y a encore quelques années de cela, de la DGB, qui est la plus grosse confédération des syndicats en allemand, l'équivalent ici chez nous de la FGTB, qui regroupe donc 6 millions d'adhérents et 8 syndicats. Et il a eu cette phrase importante en 2013. Il a dit « Tant que je dirigerai la DGB, il n'y aura jamais de résolution au nom de la DGB disant « Kauft nicht bei Juden ». N'achetez pas chez les Juifs. Ces slogans qui frappaient les vitrines et les tracts dans les années 30 et dans les années 40. Monsieur Sommer sait de quoi il parle. Monsieur Sommer est un Allemand, ça fait partie de son histoire directe, et c'était en réponse justement aux appels à boycotter l'État juif. Aujourd'hui, on ne boycotte plus l'individu juif, on veut boycotter l'État juif. Mais donc, quand vous nous parlez de ça, de BDS, mais aussi de ce que vous avez dit juste avant, le terme sioniste plutôt que juif, ou la quenelle plutôt que le salut nazi ou le salut hitlérien, ce que vous dites, c'est quoi? Que les gens ceux qui pratiquent cela, se sont adaptés pour ne pas tomber sous le coup de la loi, quelque part. Ils utilisent ces moyens nouveaux, mais qui veulent dire la même chose, qui expriment au fond de l'antisémitisme. C'est ça votre vision à vous, Joël Rubinfeld? C'est même pas ma vision à moi, c'est la vision des... Alors, c'est effectivement mon analyse, mais c'est la vision des idéologues de ce nouvel antisémitisme. Alain Soral, qui est une figure qui est le Édouard Drummond de notre époque, qui a remplacé la libre parole par son site Égalité et Réconciliation, je le cite en 2011, il dit « Le tout-puissant lobby sioniste, on va dire lobby sioniste parce qu'on ne doit pas dire lobby juif, sinon on est directement attaqué. » Eh bien voilà, c'est Alain Soral qui le dit. Et il l'a dit à d'autres reprises. Donc là, on entend bien les raisons pour lesquelles vous considérez qu'on peut presque tracer un signe égal aujourd'hui entre antisémitisme et anti-sionisme. Ça nous intéresse évidemment maintenant d'avoir le point de vue de Patrick Charly, qui dirige UNIA, qui s'occupe de ces questions de discrimination, de racisme, d'antisémitisme au niveau belge. Est-ce que vous suivez Joël Rubinfeld dans son raisonnement, je dirais presque de vocabulaire sur l'antisionisme? Non. Et on entend bien dans ce que M. Rubinfeld dit qu'il y a une question de terminologie. De quoi parle-t-on? C'est vrai que quand nous sommes saisis de questions liées, on a remis un avis sur BDS, je dirais ce qu'on en a dit, on est saisi de questions liées à l'antisionisme, à l'antisémitisme, et nous appuyons sur les législations qui existent. Législation contre le racisme, législation contre la discrimination et législation contre le négationnisme. Et on essaye d'appliquer avec une certaine rigueur juridique, et on se limite à cela, ce qui nous est reproché parfois, d'essayer de comprendre si des comportements, des propos, des attitudes sont contraires à la législation antiracisme. Il y a dans la législation antiracisme
un des 5 critères qui concerne spécifiquement l'ascendance juive. Et donc, il y a une définition juridique de l'antisémitisme, c'est l'incitation à la haine, la discrimination ou la violence en raison de l'ascendance juive. Ça existe depuis 1981, il y a de la jurisprudence, il y a des procès, il y a des condamnations, et de manière emblématique, nous vivons aujourd'hui le procès en assises au musée juif, c'est un acte et un attentat à caractère antisémite. C'est une des raisons pour lesquelles on est dans ce dossier-là. Quand on parle de BDS, et quand on lit toute la littérature... BDS, c'est boycott des investissements, sanctions, c'est cette campagne qui vise à boycotter des produits israéliens pour etc. protester... on a remis un avis là-dessus, on a remis un avis là-dessus. Contre la politique de... Et quand on fait une analyse juridique, on y voit un risque, mais il n'y a pas encore eu d'acte, un risque de discrimination sur base de la nationalité, ce qui est aussi interdit. Parce qu'on parle de personnes israéliennes, quand on parle du boycott académique ou du boycott culturel, si quelqu'un devait demain être refusé simplement parce qu'il est israélien en raison de la mise en œuvre de cet appel au boycott, on pourrait parler de discrimination qui est aussi prohibée, non pas sur base de l'ascendance à nos yeux, mais sur base de la nationalité. Donc même pour vous, pour UNIA, il y a un risque de discrimination. Il y a un risque de discrimination, et si on vient nous apporter le fait que quelqu'un a été refusé, ou un contrat d'un chercheur qui a été supprimé parce qu'il est israélien, on va parler de discrimination sur base de la nationalité. Je vais terminer, quand on parle de sionistes et quand on parle des faits, si Alain Finkielkraut avait été interpellé comme il a été, agressé comme il a été en Belgique. Au jour d'aujourd'hui, on pourrait considérer le sionisme comme étant une forme de conviction politique. C'est une vision politique qu'on va défendre, et l'interdiction de l'incitation à la haine, discrimination ou violence sur base des convictions politiques est aussi quelque chose qui est prohibé par la loi. Donc nous avons un arsenal. Donc nous n'allons pas qualifier ça nécessairement d'antisémite, mais effectivement, il pourrait y avoir des poursuites et des condamnations. Bon, alors quand même sur le terme, est-ce que pour vous, il y a dans l'antisionisme une forme d'antisémitisme 3.0, comme nous le dit Joël Rubinfeld, ici, qui estime aussi quelque part qu'il y a presque ce choix tactique de certains antisémites d'utiliser le mot sioniste aujourd'hui plutôt que juif pour ne pas tomber sous le coup de la loi et des sanctions pénales liées à la pénalisation de l'antisémitisme. Je suis convaincu que ça peut arriver, mais qu'il ne faut pas le généraliser. Et donc, en fonction du contexte, effectivement, on pourrait considérer que certains propos, et peut-être qu'effectivement l'agression d'Alain Finkielkraut pourrait être qualifiée d'antisémite, vu le contexte général dans lequel ça se trouve. Mais ça demande une analyse de contexte assez fine, et donc je ne ferai pas comme M. Rubinfeld le fait, de mettre un égal. Il y a un point d'interrogation, c'est quelque chose qui doit être examiné, et ça peut arriver que, dans certains cas, des propos, des attitudes où on va traiter de quelqu'un de sioniste, pas de l'antisionisme en général, mais de traiter de quelqu'un de sioniste peut être considéré comme une forme d'attaque sur sa judéité et le fait que ce soit considéré comme de l'antisémitisme. Alors continuons justement sur les termes, parce que c'est ça évidemment qui est important. Joël Rubinfeld, est-ce que on ne peut pas considérer que ceux qui aujourd'hui se disent antisionistes peuvent ne pas être antisémites, mais dans une critique, quelque part, de la politique menée par le gouvernement israélien, dans ce qui pourrait être une forme de prolongement du sionisme, quand on parle, par exemple, de la politique de colonisation, de la politique de vouloir reprendre des parties de territoire qui ont été données aux Palestiniens. Est-ce que ceux qui disent qu'ils sont antisionistes, ce n'est pas de cela, au fond, qu'ils parlent, de cette visée expansionniste de territoire ou de domination des Palestiniens qui pourrait se trouver derrière ce projet sioniste? Si c'est compris comme ça, est-ce que c'est pas ça que ça veut dire aujourd'hui quand certains, y compris juifs, se disent antisionistes? C'est peut-être de ça qu'ils parlent, mais alors ils se trompent dans l'usage des mots. Donc, ils devraient rectifier leur vocabulaire, utiliser un autre terme, critiquer la politique de tel ou tel gouvernement, mais le fait, vous savez, il y a probablement des gens qui se trompent de bonne foi. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est confronté à une ère, une époque où, de nouveau, depuis une dizaine d'années, en Belgique, en France, en Europe occidentale plus largement, on tue des juifs parce qu'ils sont juifs. Et on les tue en faisant le lien direct entre juifs, sionistes
et Israël. Mais est-ce qu'à l'inverse, parfois, il n'y a pas la tentation, Monsieur Rubinfeld, de considérer que des critiques qui sont faites à la politique menée par l'État d'Israël et en particulier par le gouvernement Netanyahou aujourd'hui, la tentation pour certains qui défendent cette politique de dire dès qu'il y a une critique forte de la politique menée par cet État, c'est de l'antisémitisme. Mais probablement, bien entendu. Là aussi, vous reconnaissez que ça arrive. Il y a des excès. Moi-même, je suis parfois confronté à ça. Et dans ce même travail pédagogique, dans cette même logique pédagogique, j'explique que critiquer la politique d'un gouvernement israélien, quel qu'il soit, n'est pas de l'antisémitisme. Il y a des lignes rouges à tracer. Et les lignes rouges ont été tracées, notamment par la Belgique et une trentaine d'autres pays au sein de l'IRA, International Holocaust Remembrance Alliance, qui en 2016 a adopté une version mise à jour de l'antisémitisme. Cette même version qui a été validée l'année suivante par le Parlement européen. Et grosso modo, elle reprend les 3D, la ligne rouge des 3D définie par Nathan Sharansky, c'est-à-dire, rapidement, critiquer la politique de l'État d'Israël n'est pas antisémite, sauf si elle franchit cette ligne rouge des 3D, c'est-à-dire D de délégitimation, dénier le droit à l'existence d'Israël, D de diabolisation, c'est-à-dire par exemple nazifier l'État d'Israël, et D du double standard, c'est-à-dire appliquer à Israël une grille de lecture qu'on n'applique à aucun autre État. Et j'en veux pour exemple le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, qui sur ces 15 dernières années a plus condamné à travers ses résolutions l'État d'Israël que les 193 autres États membres des Nations Unies. Par exemple, sur 15 ans... Mais ça, à un moment donné, ça peut se justifier par des actions politiques du gouvernement. Est-ce que ça doit forcément être rapproché à ce moment-là de l'antisémitisme? Non, mais est-ce que vous trouvez logique que, par exemple, Israël a été condamné 80 fois sur 15 ans, ces 15 dernières années, et par exemple l'Irak, 0 fois, avec toutes les exactions qu'ils ont commises contre les Kurdes, contre les populations, contre les minorités? Donc, critiquer, pointer du doigt les dérives d'un gouvernement quel qu'il soit, il faut le faire, c'est salutaire, c'est nécessaire. Mais ne critiquer exclusivement qu'un seul État, ça s'appelle un traitement d'exception. On a compris que pour vous, il y a une forme d'acharnement. Patrick Charlier, il y a 70 ans. Sur ce que dit ici Joël Rubinfeld, et cette idée des 3D, est-ce que vous pourriez vous rejoindre? Ce matin, Jacques Attali, dans une chronique, disait il faudrait presque créer un nouveau concept qui serait l'anti-bibisme. C'est comme ça qu'il le disait, Bibi étant le surnom de Benjamin Netanyahou, pour ceux qui veulent vraiment s'en prendre à la politique du gouvernement israélien et éviter au fond cette confusion par rapport à l'antisionisme qui serait parfois une critique du gouvernement et non une critique du projet sioniste en soi. Je crois, et je l'ai déjà dit, et c'est de nouveau un reproche qui nous est fait, nous comme institution publique chargée de lutter contre les discriminations et de promouvoir l'égalité en Belgique, nous n'avons aucun mandat, aucune expertise pour dire quoi que ce soit concernant Israël, Palestine, l'État d'Israël, la politique qui se passe là-bas. Mais est-ce qu'il y a un lien, au fond? Est-ce que quand il y a des actes et des paroles antisémites, c'est connecté? De ce côté-là, c'est pour ça que nous rattachons à la loi belge, est-ce que des faits, des propos, des actes, des attitudes sont contraires à la loi, oui ou non? Et on ne va pas plus loin vers des condamnations morales. On appelle aussi chacune des parties, que ce soit des personnes qui soutiennent, qui encouragent l'État d'Israël, le gouvernement, etc., ou des personnes qui ont des opinions plutôt pro-palestiniennes et des éléments de solidarité, de pouvoir exercer ces solidarités dans le cadre constitutionnel belge de liberté d'expression, de liberté de manifestation, de liberté de réunion, de liberté d'association. Ça, c'est quelque chose qui nous semble important. Ce qui est vrai, et je réponds à votre question, c'est que nous constatons que le conflit israélo-palestinien a un impact sur les cas dont on est saisi. Et qu'à partir du moment où la situation est particulièrement tendue là-bas, et on l'a vu lors des opérations barrières protectrices et plomb durci, il y a une augmentation de cas d'antisémitisme sur lequel nous sommes saisis. Et donc il y a effectivement une influence de ce contexte international sur la manière dont les personnes se comportent ici et parfois effectivement transgressent la loi. Merci à tous les deux. On n'aura pas vidé la question, mais on aurait été sans doute un peu plus loin sur ces termes et ces enjeux de termes. Faut-il pénaliser ou non l'antisionisme? Le débat continue en France. Emmanuel Macron lui-même ne s'y disait pas favorable. Il est 18h41. Merci d'être avec nous dans un petit instant. On va aller refaire un point sur votre situation du trafic routier et puis on accueillera les journalistes de notre page Grand Angle. Soir première, 17h30, 19h.
À découvrir sur La Première, le podcast 5 heures. On est écouté par des auditeurs qu'on ne soupçonne pas. Je crois même, par certaines allusions dans mon colloque singulier avec la reine Mathilde, qu'elle a dû écouter ça. Non. Si. Chaque mercredi, Rudy Léonet et Hugues Daillet proposent des discussions autour des sorties musicales et cinéma. Le tout pimenté d'une saine petite dose de mauvaise foi. La prochaine étape, c'est d'essayer de mettre en sous-titre le fournisseur de la cour. Ah, ça serait top. Ça serait chouette. Le podcast 5 heures. À écouter où vous voulez et quand vous voulez sur Ovio.